parler de l'université, c'est qu'elle est aujourd'hui, de vous délivrer un certain nombre de messages, de conseils, parce que dans cette salle, vous verrez qu'il y a plus de 50% des jeunes qui sortiront avec un bac qui se retrouveront sur les bancs des facultés. 10% à peu près en école d'âge, classe prépa, 10% à l'UT, 10% en BTS, et puis une dizaine de pourcents vers les études sanitaires et sociales. Et en plus de ça, en général, les jeunes qui ont fait l'IUT pour 80%, même en BTS, vont se retrouver tôt ou tard sur les bancs des amphis en deuxième année ou en troisième année de licence. Donc ça nous concerne tous, je dirais, pratiquement. Je me présente donc Pascal Laurent, je suis professeur en biologie, donc j'ai un bac +8, et je suis, on l'a dit tout à l'heure, doyen, donc directeur de la fac des sciences. Christophe se présentera, mais à nous deux, sachez qu'on a déjà repiqué 5 fois. On a redoublé 5 fois. Personnellement, j'ai redoublé la 3e. Bon, je voulais faire un bac scientifique, j'avais pas le niveau en maths, dans la matière scientifique, donc j'ai repiqué, on m'a fait redoubler la 3e. Donc je suis passé en seconde, bac ES, et là j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans le milieu, j'avais pas envie de faire d'études, c'était très difficile. Mais par la suite, j'ai pu accéder à la première, à la terminale. Mes notes, c'est simple, hein, c'était 8, 8, 8, 8, pratiquement pour toutes les disciplines, sauf en maths, finalement, où je me débrouillais pas mal, avec 17 de moyenne. Biologie, 8 de moyenne en première et en terminale, et puis au bac, 8 partout, 10 en maths, j'ai pas brillé. Donc je suis passé à l'oral, bon j'ai eu, avec la mention passable quand même, à l'oral mon baccalauréat. Bon, en même temps, pendant cette période-là, il fallait penser à l'avenir. J'avais pas envie de faire des études longues, donc je me suis intéressé vers des études courtes et l'IUT. Donc comme j'avais un bon niveau en mathématiques, 17 de moyenne sur la première terminale, je me suis dit, je vais tenter l'IUT, informatique. C'était à la mode dans les années 80, donc je me lance là-dedans. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est sur dossier. Au mois de juin, les résultats arrivent. Au mois de juillet, les résultats arrivent. Donc, l'IUT d'informatique me refuse, malgré ma moyenne. Non, même pas sur la liste d'attente. Par contre, accepté en IUT biologie. Biologie appliquée pour être technicien biologie avec 8 de moyenne. Bon, voilà. Donc, j'étais dans le parcours post-bac en IUT. Bon, là, je me suis dit quand même, j'ai cette chance, donc je vais m'y mettre. Je vais me replonger dans les bouquins. Donc, je me suis accroché. Et à cette époque-là, dans les années 80, l'université nous amenait vers l'intelligence. Voilà. Je ne me préoccupais pas du tout de savoir ce qu'à l'issue de l'université, j'allais faire. Non. Mon idée, c'était de faire des études, de comprendre le monde du vivant. Et donc j'ai fait licence, avec l'IUT j'ai pu avoir l'équivalence en 3e année de licence, la maîtrise, le DEA, la thèse. J'ai pas connu de chômage par la suite. J'ai pu rentrer dans l'université pour être enseignant-chercheur, maître de conférences, professeur des universités en biologie et aujourd'hui doyen. Voilà. J'ai perdu 3 années. Mais 3 années, finalement, qui m'ont permis de faire un choix. Un choix, de poser mon choix de formation et de poser mon choix d'insertion professionnelle, ce que je voulais faire, ce qui me plaisait. Aujourd'hui, je suis doyen, je rencontre des gens, des jeunes comme vous tous les jours. Tout à l'heure, on parlait du salaire. Bac +8, je me fais 5 000 € tous les mois. Voilà, j'ai pris le choix de perdre 3 années. Mais, finalement, qu'est-ce que l'échec? Il est complètement relatif. Parce qu'avec ça, je dirais, vous êtes tranquille toute une vie, quoi. Vous faites plaisir avec la formation dont vous rêvez. Voilà, je vais donner la parole à Christophe, qui va vous parler de son parcours également. Alors, je ne vais pas reprendre tout le détail, mais quelque part, c'est la même philosophie. Donc, 2 secondes. Bon, je passe quand même en première. 2 premières. En ancienneté, je passe en terminale.
Mais bon, au bout de 4 mois de terminale, interdit de redoublement dans l'établissement l'année d'après. Bon, c'est bien passé, j'ai eu le bac avec 10,00 de moyenne. Voilà. Sauf que là, maintenant, on fait quoi? Bon, on va voir le conseil d'orientation, et puis il nous dit, de toute façon, c'est pas un problème de capacité, tout le monde dit que vous les avez, mais avec vos bulletins, c'est même pas la peine de faire une demande d'IUT, ni de BTS. Votre seule solution, les seuls endroits où on vous accepte, c'est l'université, parce qu'on accepte tout le monde. Ou alors repartez sur le marché du travail, sauf qu'avec un bac, vous n'avez aucune qualification. Bon, je suis parti à l'université, donc je me suis inscrit en sciences, parce que c'était quand même le domaine qui m'intéressait, sciences de la vie et de la terre, et puis j'ai vécu ma vie à l'université. La première année, ça n'a pas totalement suffi, j'ai pas validé ma première année, mais finalement, de peu, j'ai eu 9,7 de moyenne, il fallait arriver à 10. Et surtout, cette première année, ben, elle m'a servi à faire un bilan et à me rendre compte qu'effectivement, il fallait que je prenne aussi ma vie future en main. Et donc, il n'y a pas de secret, je vais dire la même chose que ce qui a été dit, on a vu certaines capacités, je vais avoir cet ego de dire qu'on a quelques capacités, mais ben, je me suis réveillé et je me suis mis à bosser. Je me suis mis à bosser comme doit le faire tout étudiant, et là, ça s'est enclenché. Et qui plus est à l'université, ben, dès que vous avancez, alors en première année, on fait encore beaucoup de choses différentes, mais en deuxième puis troisième année, vous vous orientez vers des filières de plus en plus précises et donc vers des choses qui vous plaisent. Et quand on ne fait plus que ce qui vous plaît, ben moi sincèrement, depuis la troisième année de licence, j'ai l'impression que je n'ai plus jamais travaillé de ma vie, j'ai fait des choses qui me plaisent. Donc au lieu de lire l'équipe le soir, ben, je lisais des choses qui ont trait à mes études. Voilà, et puis donc le doctorat, l'entrée à l'université. Donc ben, moi je suis un peu moins avancé dans la carrière, donc je vais vous donner mon salaire direct, vous n'aurez pas posé la question. Je touche 3 150 € par mois pour faire quelque chose qui me plaît. Donc choisissez des choses qui vous plaisent, donnez-vous les moyens. Vous allez passer un bac, quel qu'il soit, que ce soit un bac pro, un bac scientifique ou autre, et vous allez aller en UT, en BTS, en école d'ingénieur, en prépa, à l'université, mais tout est possible. Et c'est à vous de vous prendre en main, de décider de la suite. Il exclut que ce soit la faute du système. Et même, il vous donne les moyens. Et il y a toujours une passerelle, il y a toujours une possibilité. Sauf que si vous êtes attentiste, la passerelle, elle va passer, vous allez la regarder passer. Si vous êtes moteur, mais la passerelle, vous allez monter dessus et vous allez la prendre. Donc ça, c'est le message, je dirais, à la limite, on peut presque arrêter notre conversation là. Ça, c'est le message. Et ces passerelles, elles existent à l'université comme dans tous les autres organismes de formation du supérieur. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur cette introduction. Alors, on va vous parler donc de l'université. Donc, avant de connaître l'université aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, il faut savoir ce qu'elle était hier, en fait, hein, simplement très rapidement. Les universités ont été créées au XIIIe siècle. Les premières, c'était à Paris et à Bologne. Et c'était simplement consacré à la formation des maîtres. Néanmoins, il faudra attendre le retour des Républicains, donc après la guerre de 70-71, pour voir apparaître la recherche dans le cadre des universités et à travers la naissance des laboratoires. Donc en 1875, il y a une loi qui est sortie, voilà, qui permettait l'intégration des laboratoires, et c'est à partir de là qu'est né le concept d'enseignant ou le métier d'enseignant-chercheur. Et puis il faudra attendre 2004 avec la réforme LMD, donc licence, master, doctorat, pour voir apparaître la troisième mission après l'enseignement, la recherche, qui est celle de l'insertion professionnelle. Donc vous voyez, cette troisième mission, elle est très récente. Et on ne parle plus d'études à l'université. Hein. Je vais à l'université pour faire des études. Non, je vais à l'université pour faire une formation qui soit professionnalisante. Voilà, alors l'université aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Donc vous avez les 3 missions ici. L'université se dessine de cette façon-là. Vous avez à l'intérieur des unités de formation et de recherche, des UFR. Vous en avez 4 grands domaines scientifiques, sciences, technologies, santé, arts, lettres et langues, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion. Les IUT sont rattachés à l'université. Vous avez des laboratoires de recherche et autour, dans ce cadre-là, quand vous ferez des études, une formation, vous aurez en face de vous des enseignants, chercheurs pour la plupart.
des équipes pédagogiques qui réfléchissent aux formations, au contenu des formations, des services universitaires qui vont vous accompagner pendant votre cursus licence, master, doctorat, bibliothèque, un service des sports, une maison internationale et une maison de l'orientation et de l'insertion qui est là pour vous chaque jour, pour vous aider à construire vos projets de formation, votre projet professionnel. Voilà, l'organisation générale de la formation universitaire, je pense que vous le connaissez, hein, licence, 3 années, 2 semestres par année, licence 1, licence 2, licence 3. Généralement, la licence 3 vous permet d'accéder au master. Il y aura très peu, je dirais, de possibilités d'insertion professionnelle à l'issue d'une licence académique. Peut-être en informatique, en sciences, par exemple, ou en STAPS. Hein, si vous faites des licences de sport, vous aurez la possibilité d'intégrer le monde du travail. Mais très généralement, les licences académiques sont construites pour intégrer ensuite les masters. Par contre, certaines universités proposent une licence professionnelle à l'issue du L2. Généralement, ça se fait en alternance avec une entreprise. Et là, normalement, les étudiants qui prennent cette voie-là sont insérés professionnellement, rejoignent le monde du travail. Et très généralement, c'est à travers l'entreprise qui les a accueillis en stage pendant une moitié de cette année de licence 3. Le master, aujourd'hui, il est professionnalisant. Hein, on va vous parler de ce que ça veut dire professionnalisant tout à l'heure. Et à l'issue du master, qui peut être professionnel ou recherche, eh bien, vous pouvez accéder au monde du travail. Donc on verra au niveau de la formation ce qu'on peut trouver dans le cadre du cursus licence-master comme élément de professionnalisation. Puis ensuite, vous avez le doctorat, hein, si vous voulez faire de la recherche, si vous voulez faire de l'enseignement et de la recherche, votre métier plus tard, à bac plus 8. Ouais. Pour revenir... Juste 2 petits mots, je vous parlais des passerelles tout à l'heure. Ben, elles n'apparaissent pas, mais elles y sont là. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre première année de licence, vous allez choisir une mention de licence, sciences et vie de la Terre, mathématiques, physique, chimie ou autre. Et au cours de cette première année, si finalement vous apercevez que la biologie à l'université, c'est pas l'image que vous en aviez, mais que en première année, vous allez aussi faire de la physique et de la chimie, finalement, ce qu'on fait en physique et en chimie, c'est pas la vision que j'en avais au lycée, et ça me plaît plus. Aucun souci, vous pouvez changer. Il y a donc des passerelles. Alors elles sont internes. À la fin de la 2e année de licence, les licences, les 2 premières années de licence, le socle de ce qui est enseigné est assez proche et d'une université à l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'en 3e année de licence, vous commencez à avoir des orientations, des spécifications sur des parcours un petit peu particuliers. Tout le monde ne fait pas tout. Et bien à la fin de ces 2 années de licence-là, vous pouvez, si le parcours dans l'université où vous êtes ne vous est pas proposé, changer d'université. Ça ne pose aucun problème, c'est de droit, vous êtes automatiquement accepté dans les universités qui ont le même type de mention. Et donc, vous voyez, là, on commence à avoir des passerelles. En sciences, donc sur sciences et vie de la Terre et sur physique-chimie, parce que là, je suis sur des chiffres, à la fin de la licence 2, on a 30% à peu près de nos étudiants qui partent faire leurs études ailleurs. La continuité des études. Et ça se passe très bien. Ils réussissent aussi bien que les autres. Voire mieux, parce que s'ils partent ailleurs, c'est qu'ils savent pourquoi ils partent déjà. Et puis, on a 30% d'étudiants extérieurs à l'Université d'Avignon qui intègrent l'université. Donc, vous voyez, c'est vraiment des mouvements significatifs. Et puis, à la fin du L3, là, vous partez en master, et là, forcément, c'est une autre... c'est pas une continuité obligatoire. En général, dans une université, vous avez une logique. Mais là, cette logique, elle est complètement brouillée. Et à la fin de la 3e année de licence, tout simplement, vous retrouvez 50% d'étudiants qui ont fait leurs études dans l'université, à peu près, et 50% qui viennent de l'extérieur, voire plus. Donc il y a des passerelles à tout niveau. Mais j'en reviens à mes passerelles là, ici, licence 1, et surtout à la fin de la licence 2, mais vous avez tout un tas d'étudiants, mais vraiment bons, qui réintègrent des écoles d'ingénieurs après une licence 2 ou après une licence 3. Voire vous avez des étudiants qui passent les concours pour certaines écoles d'ingénieurs et qui les réussissent. C'est pas parce que vous êtes à l'université que vous n'intégrerez pas une école d'ingénieur. Et ainsi de suite, et les polytechs et tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent par les premières et 2e années de licence et qui réintègrent. Mais par contre, ils s'en donnent les moyens. Donc, l'université aujourd'hui, c'est quoi?
effectivement, c'est pas juste faire des études pour améliorer sa culture générale. Alors ça en fait toujours partie, hein, l'université a cette volonté d'inculquer une certaine culture générale et pas uniquement d'être performant dans une discipline très pointue, mais c'est assurer une formation. Et une formation pourquoi? Une formation pour une bonne insertion professionnelle. Donc on commence par des règles de progression, à savoir que la première année, la licence 1, c'est un peu une année d'intégration. Et ça, c'est général, c'est valable pour toutes les universités, hein, puisque c'est le schéma qui nous est imposé par le ministère. Une année d'intégration. Donc, on passe du lycée à l'université, et puis, très simplement, si je veux prendre par contre l'exemple de notre université, l'Université d'Avignon, on a quelques très grosses filières. Bon, par exemple, en droit, où il y a 500 étudiants. Mais dans la majorité de nos filières, on a entre 100 et 200 étudiants. Mais ça veut dire quoi? Là, ici, si vous regardez un petit peu, vous êtes déjà à une centaine, largement. Donc on a un tiers de nos cours qui sont des cours en amphithéâtre, mais vous voyez que c'est pas non plus... en réalité, il y a souvent 120, 130, 140 étudiants présents, c'est-à-dire que ça rentrerait dans l'amphithéâtre là. C'est pas inhumain. Les études à l'université, c'est pas des études inhumaines. Parce que 2 tiers des enseignements, donc... sont réalisés en travaux dirigés ou en travaux pratiques, vous connaissez, et ça c'est des groupes de 40. Donc vous êtes dans un groupe de 40, quasiment la taille de vos classes, les 2 tiers de votre temps en enseignement. Devant un enseignant, donc avec des réelles interactions qui sont humaines. Hein, oubliez l'image, l'amphithéâtre c'est bien, mais c'est peanuts dans la formation. Donc intégration en licence 1, intégration et orientation sur licence 1 et licence 2, donc avec un socle de connaissances générales un petit peu disciplinaire, plutôt vers la biologie, la géologie, plutôt physique-chimie, plutôt maths, informatique ou autre. Et en 3e année, on commence vraiment la spécialisation. C'est pour ça que je vous disais qu'à la fin de la 2e année, il y a pas mal de flux entrants et de flux sortants. Évidemment, cette spécialisation se continue en master. Avec donc l'acquisition de compétences scientifiques. Donc on différencie aujourd'hui la connaissance et la compétence. La connaissance, c'est le savoir. Et ça, c'est la connaissance. Et la compétence, eh ben, ça va être plutôt le savoir-être, le savoir-faire. C'est comment, maintenant j'ai du savoir, c'est très bien, mais comment je m'en sers? Comment est-ce que je le mets en pratique? Eh bien, on s'intéresse à ça. Donc les connaissances scientifiques, hein, maths, physique, chimie, biologie, et le savoir scientifique, bon, donc de spécialité, mais les connaissances, c'est je suis capable d'en faire quoi de mes connaissances? Je suis capable de les mettre en œuvre comment? Et donc ça se fait dans nos formations au sein des travaux pratiques. Vous devez passer probablement le B2I, à l'université, vous passerez le C2I, qui est le niveau au-dessus, qui est concret. Vous allez avoir des stages, dès la licence, des stages obligatoires en entreprise, hein, des choses comme ça. Et puis donc, tout ce qui est savoir-être, donc je dois être, aujourd'hui, même dans les sociétés françaises, si vous travaillez dans une grosse société, les réunions sont en anglais. Voilà, parce que dans les cadres, il y aura des gens qui sont anglophones. Donc, je dois être évidemment autonome, mobile, donc ça, vous le jugez de différentes manières, et critique. Bon, évidemment, tout ce qui est la curiosité, l'ouverture, c'est l'impertinence de l'universitaire, je le qualifierais de cette manière-là. Et en même temps, il faut être rigoureux et méthodique, et puis vous pouvez en rajouter autant de qualificatifs que vous voulez, qui feront qu'il n'y a pas 2 étudiants qui sont pareils, et justement, il faut mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire, mais il faut aussi cultiver un petit peu sa différence, mais il faut cultiver une différence qui est une différence positive. D'avoir des chiffres. Oui, on parlait de taille humaine ou inhumaine pour les universités. Alors c'est vrai que pour Avignon, c'est beaucoup plus simple parce que sur Avignon, sur l'université d'Avignon, on a 7000 étudiants. Quand on regarde Marseille, c'est 70 000 étudiants. Donc rentrer en L1 à Marseille, c'est certainement beaucoup plus compliqué que de rentrer en L1 sur Avignon. Parce que là, sur Avignon, vous aurez une proximité enseignant étudiants que vous n'aurez pas forcément dans les grandes universités comme Montpellier ou Marseille. Donc sur Avignon, on insiste beaucoup sur la période d'intégration du bachelier lorsqu'il rentre dans le L1. Donc on vous a parlé d'un cursus de formation progressif
qui permet à chacun des jeunes de construire son projet de formation, de s'intégrer au niveau de l'université, au niveau de sa fac. Vous avez une aide à la réussite de la licence. Première année, c'est pas facile pour certains d'entre vous. Donc on vous aide, vous avez un service d'insertion et d'orientation qui vous aide à construire votre projet professionnel. On a mis en place également sur Avignon un contrôle continu des connaissances. Donc c'est pas très différent de ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire qu'on a des devoirs surveillés par unité d'enseignement. Donc sur un module d'enseignement, sur un semestre, vous pouvez avoir une moyenne de 4 ou 5 notes. Et on prend la moyenne générale. Donc on est très très loin finalement de l'examen terminal avec une note, c'est oui ou c'est bon, quoi, ou c'est mauvais. Quoi. Pédagogie par projet, enseignement pratique, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez des intervenants professionnels, hein, vous avez, comme c'est insertion professionnelle maintenant, dès la licence, vous avez des enseignants-chercheurs qui interviennent, mais vous avez également des professionnels, des ingénieurs qui bossent dans des boîtes, des directeurs de ressources humaines, des cadres d'entreprise, etc. Et puis, proximité étudiant-enseignant, qui est primordiale, je dirais, pour les premières années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, quelques images du campus Avignon, on les voit très très mal, mais Avignon, sachez que c'est une très très belle université en France. Alors la professionnalisation des formations. Donc aujourd'hui, la mission de l'université, c'est de former des futurs professionnels. Pourquoi? Tout simplement pour participer au développement économique. L'université aujourd'hui, quel que soit son domaine scientifique, droit éco-gestion, sciences humaines et sociales, STS, doit être acteur du développement économique du territoire, de la région, et également de la nation, de la France. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une période très trouble d'un point de vue économique, avec un nombre de chômeurs qui augmente considérablement. Donc chacun doit avoir sa place, et l'université doit avoir sa place. Elle doit être capable de créer des techniciens à l'issue de la licence, des ingénieurs, des cadres d'entreprise à l'issue du master et des doctorats, de manière à créer des activités économiques, à créer de l'emploi. Nos jeunes qui sortent de l'université peuvent être à même de diriger des équipes, de diriger une entreprise et de créer leur entreprise. Donc ils participent à ça, on doit être créateur d'activités économiques, on doit lutter contre le chômage, bien sûr, de manière à ce que notre population ne souffre pas des affres du chômage. Donc l'université participe à la réduction des inégalités. Donc l'université, aujourd'hui c'est le dernier bastion, je dirais, où les études sont encore à la portée de tout le monde. C'est quoi l'inscription? C'est de 100 €. 160 €. Voilà, c'est 160 €. Et à partir de là, vous avez la chance est donnée à chacun qui ne peut pas se payer forcément des études, qui ne peut pas intégrer une classe prépa, une école d'ingénieur, une école de commerce. Voilà, mais l'université vous apportera quand même, je dirais, la formation, les compétences qui vous permettra de vous insérer professionnellement. Alors la mise en œuvre, elle est très simple pour la professionnalisation, c'est la création de formations universitaires. Donc on a parlé des licences professionnelles, on a parlé de master professionnel, on va vous parler tout à l'heure des cursus de master en ingénierie. Là on est en train également à l'université d'étudier ce qu'on appelle les portefeuilles d'expérience et de compétences. Je vais te laisser la parole peut-être pour l'expliquer. Oui, ouais. Si tu veux. Rapidement, donc le portefeuille d'expérience et compétences. Donc vous avez le diplôme qui valide les connaissances, les examens, et ainsi de suite. Et tout au long de votre cursus, vous allez développer donc des expériences, bien par vos stages en entreprise. Donc dans l'entreprise X, j'ai participé à la rédaction de dossiers, des choses comme ça. Ce sont des expériences. Eh bien, ce portefeuille, c'est un petit livret dans lequel vous allez pouvoir mettre en valeur ces expériences-là. Et les compétences, c'est le savoir-être, le savoir-faire dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez, dans votre cursus, vous allez revoir comment est-ce qu'on doit rédiger un CV, comment est-ce que, pour certains de nos étudiants, il y a de l'expression orale. L'expression orale, c'est quoi? C'est venir monter sur la scène là, et parler à 100 personnes et garder leur attention pendant 3 quarts d'heure, 1 heure.
sans qu'ils s'endorment. Donc voilà, ces compétences-là, eh bien on les consigne dans un carnet, elles sont validées par la formation et donc par vos enseignants, et donc c'est une réalité et c'est une richesse de plus quand vous allez rentrer sur le marché de l'emploi. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis après, je vais te laisser parler. Oui, je t'en remercie. Voilà, donc ça, on vous a parlé du portefeuille d'expérience et de compétences. La professionnalisation, c'est rencontrer également le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprendre. Ça se fait de diverses manières. Hein. Bon, vous avez des professionnels qui peuvent être enseignants, qui peuvent faire de l'enseignement, pardon. Vous avez également des conférences, par exemple en première année en sciences, technologie et santé, pour ceux qui le veulent. Il y a un module dans lequel on a monté des conférences autour du développement de l'innovation et de la recherche, pour sensibiliser les jeunes au métier d'ingénieur, par exemple, pour sensibiliser les jeunes à l'innovation et à la création d'entreprises innovantes. Donc, on vous parlera tout à l'heure avec les CMI de projets industriels, les stages, l'alternance, hein, vous confronte avec le milieu professionnel, des concours également. On vous parlera d'exemples de troisième année de licence qui ont participé à des concours de création d'entreprise, des job dating. Les job dating, c'est quoi en fait, hein? Ce sont des rencontres avec les professionnels qui viennent pour les simulations d'entretien. Hein, pour un futur job, par exemple, les chefs d'entreprise, les recruteurs, ils ont le message suivant qu'ils nous délivrent. Vous savez, les étudiants, on ne regarde pas leur diplôme, on ne regarde pas leurs compétences technologiques et scientifiques. C'est vous, enseignants-chercheurs, qui validez ça, avec le diplôme de licence ou de master. Voilà, ils sont aptes scientifiquement. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les compétences transversales. Si le gamin, le jeune, à travers l'entretien, il est capable d'autonomie, il est méthodique, il est rigoureux, il est mobile, et comme l'a dit tout à l'heure Christophe, s'il parle anglais. Voilà les critères qu'on va retenir pour une insertion, un recrutement professionnel. Voilà, donc les métiers, à l'issue de l'université, ils sont vastes, très très vastes. Hein. À l'issue de la licence, vous pouvez être technicien, informaticien, biochimiste, coach sportif. En général, c'est un métier de technicien supérieur. Et à l'issue du master, ou du doctorat, vous avez des métiers d'encadrement, de manager, de chef d'entreprise, de créateur d'entreprise. L'université vous permet de bâtir des ponts, on l'a dit tout à l'heure, des passerelles, et de monter votre projet de formation et votre projet professionnel. Donc vous pouvez très très bien arriver avec l'université sans avoir d'idée. Je peux vous garantir qu'au bout de 5 ans, vous en aurez une, pas de problème. Et vous pouvez très très bien arriver avec l'université avec un projet professionnel et en cours de route, changer complètement pour faire autre chose. Alors la question, c'est la réussite. Je te laisse la parole. Oui. Bon, on va faire simple. Vous avez les chiffres de l'insertion professionnelle, le taux de chômage. Mais avant de commencer, on va d'ailleurs en faire des maths, mais par un géologue. Donc, parce qu'on vous parle des taux de réussite en licence. En première année de licence, vous lisez partout qu'on a péniblement 50% de taux de réussite. Oui, mais de quoi parle-t-on? On parle de la totalité des étudiants qui ont pris une carte d'étudiant, une inscription dans la filière. Donc, je vais prendre un chiffre qui en plus c'est à peu près la réalité d'une des filières de cette année, 200 étudiants s'inscrivent. Sur ces 200 étudiants, bon, il y en a 20 qui s'inscrivent pour de mauvaises raisons. Voilà, juste pour avoir une carte d'étudiant et après... Et puis on en a une vingtaine qui ne seront pas présents mais qui eux ont une bonne raison. C'est simplement ils n'étaient pas encore pris officiels, ils étaient en liste d'attente en IUT dans leur école d'ingénieur ou autre. Donc en attendant, ils ont, au cas où, ils ont pris une inscription universitaire, puis finalement ils ont été pris dans leur école, ils ne viennent pas. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut très bien le comprendre. Et puis il y en a encore une petite dizaine qui viennent un peu au début, puis qui s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, ils n'étaient pas motivés, qui ne viennent plus. Sauf qu'au lieu d'avoir 200 étudiants en cours qui viennent régulièrement, on n'en a plus que 150. Donc mes 50% d'étudiants, c'est-à-dire c'était sur 200 étudiants, c'est 100 qui ont réussi, mais en fait c'est 100 sur 150. Donc là on est à 70% de taux de réussite. 70% de taux de réussite,
bah, c'est pas si catastrophique. Et puis on peut le revoir différemment, c'est que sur les 60% qui échouent, bah, il se passe quoi? En fait, finalement, on a 30% qui redoublent et qui finalement, au lieu de faire la licence en 3 ans, la font en 4 ans. Mais est-ce que c'est une catastrophe? Écoutez, a priori, j'ai réussi à continuer, même si j'ai fait ma licence à 4 ans. Vous en avez 24% qui se réorientent. Parce que leur première année, ils ne l'ont pas validée, mais ils ont amélioré leur niveau dans un certain nombre de disciplines, ils ont quand même validé quelques modules, et finalement, ils sont pris dans le BTS qu'ils voulaient faire, pour lequel ils n'avaient pas été pris l'année d'avant, ou l'IUT, ou toute autre formation. Et puis finalement, vous voyez le chiffre, et ça c'est des chiffres nationaux, c'est pas nous, c'est des enquêtes nationales hein, qui sont menées par le ministère, seulement 6% abandonnent. Donc effectivement, les taux d'échec, il faut beaucoup les relativiser. Les parcours vont être individualisés, il y a des passerelles, il y a des changements de filière, de formation. Et donc, bah, retenez ce chiffre-là, c'est que finalement les abandons, les sorties totales par l'échec, c'est moins de 10%. Après, bah, il y a des parcours différents, des parcours de vie aussi. Si on revient juste sur la diapo d'avant, mais je vais essayer d'aller vite, les taux d'insertion professionnelle, parce que quand on vous a dit que maintenant on ne fait plus des études, on fait une formation, si on fait une formation, c'est pour trouver du travail. Alors les taux d'insertion professionnelle sont faits au niveau master. Ça n'existe pas au niveau licence parce que la très grande majorité des étudiants continuent. Eh bien, regardez, finalement, vous avez, ce qui est intéressant, alors on a quand même, donc pour les licences pro, BTS, 80%, alors à 30 mois après le diplôme, 80% des gens travaillent. BTS, IUT, 89%. En licence, on passe à Bac plus 3, 92%. Master, 90%. Tout comme les écoles d'ingénieurs. Et par contre, si on regarde pour les diplômes, et donc vous voyez quand même qu'on est, que ce soit à l'université, en master, ou que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, on a le même taux d'insertion professionnelle à 30 mois. Et puis si on regarde les taux de chômage, bien forcément, enseignement supérieur, on retombe sur nos 10%, et bien en fait, tout simplement, c'est ce qui est écrit là. C'est pas une règle, il y a des exemples, des contre-exemples, mais globalement, plus votre diplôme est élevé, et moins il y a de risque de chômage. Et ça, c'est important. Donc, juste la conclusion, l'avenir, ben, si vous restez assis, vous l'attendez, les trains vont passer, vous ne rentrez pas dedans. C'est à vous d'être acteur de votre avenir. Ça, c'est un message très important. L'université aussi, elle a évolué fortement. C'est qu'il n'y a pas un moule, un guide, il y a plein de possibilités différentes. Là, on va en illustrer une un peu plus longuement, qui sont les cursus de master en ingénierie. Donc, en fait, vous suivez un diplôme de licence classique, et pour les bons étudiants, et là, il y a une sélection, c'est un cas particulier de l'université, pour une sélection de bons étudiants, eh bien, il va y avoir un supplément, une formation complémentaire qui va vous permettre d'avoir encore plus de connaissances, encore plus de compétences, et donc forcément de vous insérer plus facilement. Mais on n'en parle pas dans le diaporama, nous on pense à tous nos étudiants. On développe des passerelles pour les étudiants qui sont en difficulté au milieu de leur première année, plutôt que les laisser dans les difficultés et rien faire, eh bien sur le second semestre, on propose des programmes adaptés pour qu'ils soient récupèrent un niveau suffisant pour l'année d'après redoubler dans de bonnes conditions, ou alors pour pouvoir se réorienter vers d'autres choses qui leur plairaient, des BTS, des IUT, et ça on le fait en collaboration avec les organismes de formation, les CFA, donc, qui ont des BTS et notamment des BTS, et qui leur garantissent, s'ils valident ce semestre aménagé, qui leur garantissent d'entrer dans le BTS l'année d'après. Donc il y a une vraie carotte aussi. Donc on pense un peu à tous nos étudiants. Donc là on va reparler de nouveau des étudiants un petit peu brillants. Pour avancer, s'il vous plaît. Voilà. Alors les cursus de master en ingénierie, c'est pas une élucubration de l'université d'Avignon. Vous voyez, il y a 21 universités aujourd'hui qui ont des cursus master en ingénierie. Vous pourrez aller chercher toutes les informations complémentaires sur le site du réseau Figure qui pilote ça. Donc c'est un label national et un label de qualité de ces formations. Voilà. Alors pourquoi une formation d'ingénieur à l'université? Donc on veut former des gens de haut niveau. Eh bien on va s'appuyer sur quoi? Sur les gens qui ont le plus de connaissances précises, donc les chercheurs dans un domaine, sauf qu'à l'université on s'appuie aussi beaucoup sur le monde professionnel. Je vais vous donner rapidement un chiffre, c'est qu'en master, les masters professionnels, 40% des enseignements sont dispensés par des professionnels, des gens qui tous les jours travaillent dans une entreprise, qui viennent donner quelques heures par an d'enseignement.
Donc quand on parle d'enseignement professionnalisant, on y est clairement. Par rapport à ce qui est écrit, la diversité des excellences et répondre au marché de l'emploi. Alors c'est vrai que l'université, en mettant cette formation en place, concurrence, entre guillemets, quelque part, les écoles d'ingénieurs. C'est sûr que les écoles d'ingénieurs font la gueule avec nos formations, mais néanmoins, il y a de la place pour tout le monde. Donc, l'université étant actrice, je dirais, du développement économique, a décidé de monter un cursus de master au métier de l'ingénieur. Donc ce cursus de master au métier de l'ingénierie, la petite différence avec certaines écoles d'ingénieurs, il y en a très très bonnes, hein, donc on ne va pas se battre avec cela, c'est qu'on s'appuie sur le compétences recherche, donc l'excellence, et sur le monde de l'entreprise de la même manière. Et puis, 3 petits points qui sont là, qu'on cache un petit peu, pas de concours d'entrée, c'est sur dossier, et donc un dossier où on demande aux gens d'avoir, vu qu'on va rajouter un petit volume d'enseignement supplémentaire, on essaie de prendre des gens qui ont un niveau suffisant pour ne pas les couler. Donc on ne demande pas forcément une grande excellence, mais un bon dossier. Et motivation. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est les gens qui sont là, qui savent pourquoi et qui ont envie. Donc la motivation est un critère très important. Donc c'est un simple entretien. Pas de surfrais d'inscription ni de scolarité. Et ça, c'est un réel ascenseur social, parce que c'est pouvoir accéder à un équivalent école d'ingénieur au prix d'une inscription universitaire, je vous rappelle, moins de 200 € par an. Voilà, alors, des cursus master en ingénierie, donc je ne vais pas tous vous les lister, vous voyez, il y en a dans un certain nombre de domaines partout en France. Et sur Avignon, ben, il y en a 4 aujourd'hui. Un sur les agrosciences, donc plutôt sur de la biologie végétale, pour faire simple. Un sur la chimie, mais plutôt agro-cosmétologie. Ensuite, un en géographie et aménagement, donc tout ce qui est territoire. Un qui est en géosciences et en fait qui est adossé sur l'hydrogéologie et l'environnement, donc l'étude des eaux souterraines et de l'environnement. L'objectif, notamment dès la première année, voilà, en licence 1 et jusqu'au master 2, c'est une intégration dans les laboratoires de recherche. L'objectif, c'est que les étudiants aient l'impression de faire leurs études dans les laboratoires de recherche et donc d'interagir avec tout ce personnel, les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs de l'université en permanence. Donc l'idée, c'est justement de permettre de s'ouvrir l'esprit à toutes ces choses-là plus rapidement, et beaucoup de participation à des enseignements par projet, c'est-à-dire où les étudiants sont acteurs. Je passe un petit peu vite. 24 mois de stage sont programmés sur les 5 ans, donc au niveau de la formation professionnelle, on y est quand même au clair. Au moins un semestre en déplacement à l'étranger, et là on vous accompagne évidemment pour trouver ce semestre. Une certification B2 en anglais, en fin de master demandé, et donc on retrouve le portefeuille d'expérience et de compétences. Et puis des enseignements, ce qui vous est rajouté, c'est pas du disciplinaire, c'est de l'ouverture d'esprit sur des besoins en communication, en culture générale, et surtout en connaissance du monde de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que si vous connaissez mieux le monde de l'entreprise, le jour où vous devrez l'intégrer, ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc l'entrée, il vous faut sur post-bac cocher la case CNI, évidemment. Donc la sélection sur simple entretien, dossier scolaire et entretien de motivation. Les règles de progression CNI, ce sont un peu les mêmes que celles des licences. Donc vous devez valider votre licence. Et en plus, vous avez des blocs CNI à valider régulièrement. Et donc, l'étudiant, mais aussi l'université, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant, engage leur responsabilité par la signature d'un contrat pédagogique. Et ce n'est pas que symbolique, on signe un contrat et on s'engage mutuellement à faire des efforts. Voilà. Et donc, ça mène quoi? Ça mène à des concours, et notamment ça, donc c'est les 36 heures chrono. Les étudiants, 50 équipes de toute PACA sont venues, ont passé un concours, donc par équipe de 4 ou de 6. Et en 36 heures, vous devez construire complètement le projet de création d'une entreprise en étudiant sa viabilité économique. Il faut donc que le projet soit pertinent, la gestion, le tri des déchets, les RH et tout ce qui va avec. Et donc ça, c'était en 2014. Il y a eu un projet qui a été primé, qui a été le premier, alors ceux de l'Université d'Avignon. Écoutez, ça ne fait pas de mal des fois à dire qu'on fait quand même des choses bien. Et bien, donc, devant toutes les écoles d'ingénieurs de PACA, l'Université d'Avignon, première. Alors 2014,
2014. Et en 2015, rebelote, de nouveau, Université de Lyon, première. Donc ça veut dire quand même qu'avec ces filières-là, puisque ce sont des étudiants de CNI, on ne doit pas être trop loin de la vérité.